Aujourd'hui encore, le cancer du sein tient le triste palmarès de premier cancer féminin en termes de fréquence. Il demeure à ce jour la première cause de mortalité par cancer chez les femmes et pourtant, les avancées dans le traitement ont permis d'améliorer le pronostic chez les patientes. Et parce que la répétition est pédagogique, ce soir, nous prenons la parole pour sensibiliser. On se retrouve juste après le générique. Bonsoir et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, vous l'aurez compris, nous abordons la question d'Octobre Rose. Et pour ce faire, nous avons avec nous sur le plateau Madame Thérèse qui est une sage-femme d'État. Bonsoir Madame. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. C'est la toute première fois avec nous et nous espérons que c'est le début d'une bonne collaboration. Je l'espère bien. Donc ce soir, nous sommes là pour parler du cancer de sein. Un sujet pas trop gai, mais qui mérite d'être abordé pour sensibiliser le maximum de femmes possible. Exact. Donc, je m'en vais vous poser tout de suite la première question. Qu'est-ce que le cancer du sein? Merci pour la question. Je vous en prie. Le cancer, tout d'abord, c'est une maladie provoquée par le développement anormal des cellules de l'organisme. D'accord. Normalement, il y a une certaine concordance ou bien une certaine logique dans la croissance des cellules de l'organisme de l'être humain. Ce qui fait par exemple que quand nous avons une plaie, les cellules se développent et viennent fermer la blessure. La cicatrisation. Oui, la cicatrisation. Maintenant, il peut arriver, pour des raisons qu'on ignore, que certaines cellules de l'organisme se mettent à se multiplier de façon désordonnée. D'accord. Et ça donne ce qu'on appelle des tumeurs. Et des tumeurs, il y en a de deux sortes. Nous avons les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes, elles ont cette particularité de se développer à un endroit bien circonscrit. Maintenant, les cellules malignes, elles ont cette capacité de se propager lorsqu'elles commencent à un endroit, de se propager à travers le réseau lymphatique pour pouvoir atteindre d'autres parties de l'organisme. Maintenant, pour ce qui concerne le sein, ce sont les cellules de la glande mammaire qui vont se mettre, pour des raisons qu'on ignore, à se multiplier de façon anarchique. Et il peut arriver que des tumeurs de sein soient tout à fait bénignes. Ça veut dire qu'on peut, et ils se limitent au sein uniquement, et c'est plus facile à traiter. Mais il peut arriver aussi que ces cellules qui sont nées au niveau du sein, de la glande mammaire, par cette multiplication incontrôlée, puissent atteindre le reste de l'organisme également. On parle en ce moment de métastase. Donc c'est ça le cancer de sein. D'accord. Donc à suivre votre explication, à ce jour, on ne peut donner la réelle cause du cancer. Non. Il n'y a pas une cause proprement dite, spécifique, qui explique surtout le cancer de sein. Maintenant, il y a des facteurs favorisants qui peuvent expliquer, qui sont des hypothèses pour expliquer la survenue de cancer ou bien de tumeur. D'accord. Et nous remarquons que de plus en plus, nous détectons des cas de cancer de sein. Alors, est-ce que cela a toujours été le cas? Ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, d'autres facteurs aujourd'hui qui expliquent le fait que de plus en plus de femmes souffrent de cette maladie? Oui, bon, il y a certaines hypothèses qui peuvent l'expliquer. On peut dire par exemple que de nos jours, les moyens de dépistage sont de plus en plus sophistiqués, ce qui permet de dépister davantage de personnes et souvent à des stades précoces. Mais le mode de vie moderne actuel aussi peut favoriser, par exemple, une mauvaise alimentation. Actuellement, nous nous nourrissons beaucoup de produits industriels. Tout est conserve, tout est congelé. Donc ça peut contribuer à la survenue de cette humeur-là. La consommation excessive de l'alcool
bien la consommation de la cigarette peut aussi. Il y a aussi le stress du boulot qui fait que tous ces facteurs peuvent augmenter le risque d'apparition de la maladie. Peut-être que pour éviter ça, on ferait mieux de retourner des femmes au foyer pour éviter le stress de... C'était une parenthèse pour rire un peu. Donc voilà un peu quelques éléments qui peuvent expliquer. Et puis n'oublions pas aussi des facteurs familiales qui n'ont pas été diagnostiqués à l'avant aussi. D'accord. Donc ce qui veut dire que dans une famille, quand une première personne souffre du cancer du sein, il y a des risques à ce que les autres femmes de la famille puissent à l'avenir développer cette maladie. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, si une maman fait le cancer du sein, par exemple, il faut que sa progéniture prête beaucoup plus attention. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire obligatoirement le cancer, mais ils peuvent le faire. C'est un facteur qui peut augmenter le risque chez ces femmes de pouvoir développer, étant donné qu'il y a déjà la maladie dans la famille. D'accord. Alors, nous apprenons avec l'avancée des études que le cancer du sein détecté tôt peut être soigné. Oui. Vous confirmez cette hypothèse? Oui, tout à fait. D'accord. Comment se fait donc le traitement de cette maladie-là? Le traitement est à plusieurs niveaux. Ça dépend également du stade où on a dépisté la maladie. D'accord. Le traitement peut être chirurgical à travers l'ablation totale ou bien partielle du sein. Le traitement également peut être, ça peut être une chimiothérapie. D'accord. En ce moment, on donne des produits que la personne utilise et ça circule dans l'organisme, dans le sang, pour pouvoir limiter la progression de la maladie ou bien détruire des cellules. Ça peut être aussi la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est l'utilisation des rayons à haute énergie pour pouvoir cibler l'endroit où il y a les cellules cancéreuses pour pouvoir les détruire ou bien empêcher leur progression. On peut aussi faire recours à l'hormonothérapie. C'est-à-dire qu'on utilise les hormones, soit on les ajoute, soit on les bloque, ou bien on les réduit pour pouvoir diminuer l'évolution des cellules qui dépendent des hormones. Parce qu'il y a certaines cellules cancéreuses qui sont hormonodépendantes. Donc l'hormonothérapie permet de bloquer l'évolution de ces cellules. Ça modifie les hormones pour pouvoir empêcher que les cellules cancéreuses puissent continuer à se développer. On peut faire recours aussi à l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on augmente l'immunité de la personne pour permettre à l'organisme de mieux se défendre. Maintenant, on peut jumeler plusieurs traitements techniques pour pouvoir augmenter la chance de guérison. Et là, ça dépendra aussi du niveau, du stade de la maladie chez la patiente. D'accord. Pendant longtemps, nous avons cru que cette maladie ne se développait que chez les femmes de 50 ans et plus. Mais de plus en plus de jeunes filles, dans la vingtaine, dans la trentaine, se retrouvent confrontées à cette maladie. Qu'est-ce qui explique cette régression au niveau de l'âge chez les femmes? L'on peut dire que l'avancée des moyens de dépistage, on peut les évoquer actuellement. Par le passé, les moyens de dépistage n'étaient pas aussi développés que maintenant. Et les campagnes de sensibilisation n'étaient pas aussi en vogue comme actuellement. Maintenant, étant donné qu'on dépiste plus et que les moyens sont plus performants, ça permet de dépister plus de personnes. En plus de ça, le mode de vie moderne, actuel, je l'ai déjà dit, favorise la survenue rapide de cette maladie. Actuellement, nous consommons mal. Nous consommons mal. Le mode d'activité, le manque d'activité physique, par exemple, et la consommation de l'alcool, la consommation de la cigarette peuvent influencer. Les facteurs familiales également peuvent favoriser la survenue de la maladie. Et en plus de ça aussi, il y a, sans oublier le stress.
du boulot, qui peut aussi jouer, qui font partie des éléments des facteurs favorisants. L'âge également. De l'environnement également, la pollution de l'environnement. Ce sont ces éléments qu'on met en cause par rapport à la survenue de la maladie. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que cette maladie, enfin, ça fait quand même quelques années qu'on en parle, qu'on sensibilise, mais est-ce qu'elle a toujours existé? Ou est-elle apparue au matin, juste comme ça? Est-ce que dans les générations avant, cette maladie faisait autant de dégâts qu'aujourd'hui? Oui, dans le passé, il y en avait parce que il y a des femmes qui sont mortes. Mais étant donné que le dépistage, oui, le dépistage n'était pas aussi de règles et que, par exemple, les tabous constituaient des freins et la peur de consulter très tôt, il y a beaucoup de femmes qui sont mortes sans qu'on sache même qu'elles sont mortes du cancer. Certaines sont mortes dans leur maison sans qu'on ne sache que c'est de ça elles sont mortes. Maintenant, étant donné que le dépistage, il se fait précocement, on découvre plus parce qu'il y a les moyens de le découvrir en fait. Et l'autre chose est que le mode de vie avant n'est pas pareil à celui de maintenant. Nos parents se nourrissaient de légumes, de la nourriture bio, ce qu'on prend dans le champ, c'est ce qu'on consomme. Mais actuellement, nous, on est plus accro au shawarma, hamburger, des boissons qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a composé pour les composer. Donc, le mode de vie était plus sain avant également. Donc, ça aussi, ça pouvait faire que le cancer était un peu peut-être réduit. Ça, c'était carrément la méconnaissance de la maladie. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer le fait que la maladie n'était pas trop... le diagnostic, ou bien le diagnostic n'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui. D'accord. Nous l'avons dit tantôt, diagnostiquer tôt, la maladie peut être traitée. Alors, d'après vous, à partir de quel âge les femmes devraient commencer le dépistage? D'accord. On dit souvent le dépistage proprement dit commence à partir de 40 ans. Mais étant donné, aujourd'hui, vous l'avez déjà dit, que la maladie, on découvre la maladie chez les plus jeunes. Donc, du moment que la glande mammaire a développé, ça veut dire que la fille, elle a laissé, normalement, le dépistage commence. Après chaque menstruation, on fait la palpation des seins, l'autopalpation des seins à la recherche de nodules. Ces masses qui peuvent être cancéreuses ou pas. Donc, on palpe les seins dès le plus jeune âge. Après chaque menstruation, on va à la recherche de ces nodules. Maintenant, à partir de 40 ans, on fait la radio, la radio et l'échographie mammaire. Et aussi, lorsque on suspecte le cancer, on fait ce qu'on appelle la biopsie, qui consiste à aller prélever les cellules en cause pour pouvoir examiner, pour confirmer si c'est vraiment le cancer ou ce n'est pas le cas. Ok. D'accord. Alors, vous avez parlé d'autopalpation, mais est-ce que c'est possible aussi de se rendre dans un centre de santé et de demander, genre, je viens vers bien vous, sûr, sage-femme, voilà, bien sûr. je remarque une boule, est-ce que pour avoir... Oui, quand l'on fait l'autopalpation, le but c'est que si on découvre à la maison, ça nous conduit à l'hôpital pour que ça puisse être confirmé par un prestataire de soins que vraiment c'est une masse ou c'est pas une masse. Il y a des jeunes filles qui sont venues dire qu'elles ont boule dans le sang, mais quand tu examines, c'est juste la glande mammaire. D'accord. Mais quel que soit le cas, quand on constate qu'il y a un souci, c'est pour qu'on puisse aller à l'hôpital et avoir les idées claires par rapport à ce que nous avons. Ok. Ayant suivi des témoignages de jeunes filles ayant souffert de la maladie ou chez qui la maladie a été détectée, les premiers diagnostics, c'était que les boules en question étaient des adénomes. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Et qu'est-ce que c'est et en quoi cela diffère du cancer du sein? Des nodules. Les nodules, je l'ai déjà expliqué en disant que pour des raisons qu'on ignore, les cellules du sein, de la glande mammaire peuvent se mettre à se développer de façon incontrôlée. Donc ça peut donner ces boules, une masse localisée. Donc des fois, quand on dépiste ces masses, et ou soit on fait l'ablation de la masse par chirurgie, par exemple, on examine, on constate juste que ce sont des cellules, des tumeurs bénignes. Ça veut dire qu'elles ne portent pas atteinte au pronostic vital de la personne. Pour certains cas, pour certaines circonstances, ce sont des tumeurs bénignes. Mais il peut arriver également que la tumeur qu'on a constatée, lorsqu'on va pour l'analyser, on constate
effectivement que c'est une tumeur qui peut faire vraiment du mal si on n'enlève pas très rapidement. Maintenant, si on constate à un stade très précoce, ça veut dire que ça se localise là-bas et la prise en charge est plus rapide et plus efficace. D'accord. Donc, dans les cas des adénomes, il faut quand même opérer pour extraire la boule. Oui, on parle de nodules, des nodules de sein, oui. Les nodules, il faut enlever souvent, mais pas forcément enlever, ça dépend. J'ai parlé de l'hormonothérapie. Si on a fait une biopsie, on a considéré que, on a vu que bon, ce n'est pas quelque chose d'alarmant, on peut passer par l'hormonothérapie. Et puis ça dépend aussi de la taille. D'accord. Si c'est une grosse boule, on ne peut pas la laisser là-bas, il faut l'enlever. Donc ça dépend, dans tous les cas, c'est le médecin traitant qui décide de ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'il constate sur le champ. D'accord. Et quel professionnel de santé devrait-on consulter pour tout ce qui concerne le cancer du sein? Pour tout ce qui concerne le sein, d'abord le dépistage, la plupart des prestataires de santé formés peuvent quand même faire les examens cliniques pour faire le dépistage, c'est-à-dire les sages-femmes, les infirmiers, les assistants médicaux, les accoucheuses peuvent palper le sein et savoir s'il y a une nodule ou pas. S'il n'y a pas de nodule, bien il y en a. On peut dépister. Maintenant, quand ça va encore plus loin, il y a les spécialistes qui peuvent s'en charger, les gynécologues, et je ne sais pas, je peux dire de n'importe quoi. Quand il s'agit de traitement, ce sont les cancérologues qui s'en chargent en ce moment. D'accord. Et les femmes enceintes qui viennent consulter chez vous, est-ce que lors des consultations prénatales, par exemple, vous procédez également à la palpation des seins pour détecter éventuellement des anomalies? Et si cancer il y avait, est-ce qu'il y a un traitement qui permet en même temps l'avancée de la grossesse et le traitement chez la mère? D'accord. Bien sûr, quand on reçoit une femme en consultation prénatale, surtout à la première consultation, l'examen, il est général de la tête aux pieds. Je vais dire de la queue chevelure à la plante des pieds. On observe tout. Déjà, même la nature, la texture des cheveux peut en dire quelque chose. Pas par rapport au cancer, mais par rapport à l'état de santé de la personne. Donc, on examine la femme de la tête aux pieds. Donc, on fait l'examen des seins. Et quand on constate une anomalie, par exemple, moi, je suis sage-femme. Si moi, je le constate, je l'envoie chez mon chef qui est médecin et gynécologue pour qu'il décide exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, si c'est un stade, une tumeur à un stade avancé et que la tumeur est hormonodépendante, étant donné que pendant la grossesse, la femme produit beaucoup plus d'hormones, c'est au médecin de décider s'il faut interrompre la grossesse ou il faut la laisser avancer. Maintenant, si c'est à un stade débutant, dans tous les cas, c'est le médecin qui décide par rapport au tableau qui se présente. La conduite à tenir. Mais la palpation et les examens cliniques, on le fait pendant la grossesse. Désolée. Donc, vous le répétez, c'est la palpation ou l'autopalpation qui permet de déterminer quelques anomalies au niveau du sein et de pouvoir se référer à un professionnel de santé. Oui, des fois, il arrive que la femme elle-même n'a pas palpé. Il y a des femmes qui se rendent à l'hôpital pour un examen fortuit. Je suis venue en consultation, pour exemple, pour la planification familiale. Je ne suis pas venue pour le sein. Et on t'examine. Lors de l'examen clinique, le professionnel de santé constate qu'il y a un souci. Ou soit, elle est venue juste, je veux qu'on m'examine pour voir. Donc, soit elle vient juste que je veux faire un examen de routine pour voir si j'ai pas de problème. Donc, c'est ce genre, dans ces situations qu'on peut détecter également. Des fois aussi, les partenaires également peuvent détecter au cours des relations intimes. Il peut arriver que le partenaire constate qu'il y a une anomalie au niveau du sein et qu'il attire l'attention de sa partenaire pour qu'elle puisse consulter. D'accord. Nous avons réalisé pour vous pareil. Nous avons à disposition une vidéo qui explique les différentes étapes de l'autopalpation du sein. Nous la suivons puis nous retrouvons tout à l'heure. Merci.
Comme indiqué dans la vidéo, si vous remarquez une quelconque anomalie lors de l'autopalpation du sein, il ne faut pas hésiter à se rendre dans un centre hospitalier pour consulter, pour avoir le cœur net, comme vous dites. Parce que ça peut être ce qu'on pense ou pas. Par exemple, avec la peur, la psychose, dès qu'on remarque un petit dysfonctionnement ou une petite boule, on commence par se faire du sang d'encre, alors qu'avec une consultation, on peut se rendre compte que, comme vous dites, ce ne sont juste que des nodules. Alors, pour certaines femmes utilisant des déodorants, par exemple, elles disent qu'après l'utilisation de certains déodorants contenant beaucoup d'alcool, elles ont des petits boules au niveau de l'aisselle. Est-ce que cela peut être aussi alarmant par rapport au cancer du sein? Bon, pour tout ce qui concerne le cancer du sein, lorsqu'on constate toute anomalie au niveau du sein, par exemple, une rougeur, ou bien une déformation du mamelon, ou soit une boule, comme on a dit, que ce soit sous l'aisselle ou bien dans le sein même, ou soit une déformation, une fossette au niveau du sein, ou bien une déformation, ou bien une modification de la texture de la peau, c'est-à-dire peau d'orange. Tous ces éléments peuvent amener la cliente et la femme à consulter. D'accord. Lorsqu'il y a un changement qui n'est pas naturel, il faut consulter pour voir qu'est-ce que c'est. D'accord. Alors, Madame Thérèse, estimez-vous qu'aujourd'hui, la majorité des femmes ont la bonne information par rapport au cancer du sein? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce qu'il y a encore des femmes, surtout en milieu rural, qui méconnaissent jusqu'à présent les avantages d'un dépistage précoce. Oui. Et aussi, ou soit qui minimisent les premiers signes. J'ai déjà parlé d'une rougeur au niveau du sein, des veines qui sont un peu très apparentes, ou soit un écoulement anormal, des petites boules, ou bien au niveau des aisselles, des boules. Elle minimise. Donc, ça fait que le dépistage est un peu tardif dans certaines circonstances. Et également, il y a aussi les tabous. Les tabous, et puis c'est un préjugé ou la peur qui freine le dépistage précoce du cancer du sein. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, c'est des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux, que ce soit dans la communauté, à l'école, même dans les lieux de culte, partout, pour pouvoir alerter la population par rapport aux dégâts que fait la maladie et par rapport à l'avantage qu'a la femme de pouvoir se dépister de façon très précoce. D'accord. Et puis, ce qu'il faut aussi connaître, c'est que le cancer de sein, ça n'engage pas seulement que les femmes. Il y a certains hommes qui peuvent le développer. Donc, lorsqu'on attire l'attention de la population qu'il peut avoir ce genre de petits bobos, ce genre de problèmes qui peuvent arriver au niveau du sein, ça aide beaucoup. D'accord. Par rapport à la sensibilisation et autres, il y a plusieurs croyances populaires qui ne s'avèrent pas toujours vraies. Alors, dans le cadre de la prévention du cancer du sein, il y a certains hommes qui incitent les femmes à se laisser téter parce que ça préviendrait du cancer du sein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'allaitement préviendrait ou bien a un facteur de prévention du cancer du sein? Il y a plusieurs facteurs pour prévenir le cancer du sein chez la femme. D'accord. À commencer par un mode de vie sain. Avoir des comportements protecteurs. Par exemple, avoir un poids, je vais dire un poids santé, entre guillemets, un poids qui est proche de ton poids idéal. D'accord. Éviter la prise de poids excessive, par exemple, à travers des activités sportives, peut diminuer la survenue de la maladie. Également, avoir une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits et en légumes.
ça aussi pourrait diminuer. Éviter la consommation excessive de l'alcool, surtout de la cigarette également, parce que de nos jours, beaucoup de femmes, la cigarette c'est devenu la mode. Il m'arrive des fois de recevoir certaines femmes, on pose des questions, quand on veut faire le dossier de la femme, vous fumez? Elle te dit oui. Qu'elle fume? Pourquoi tu fumes? Que non, pas plaisir. Des fois, quand elles sortent avec les amis, ça défoule. On suit la foule et... On suit la foule, pas le civisme. Alors que la cigarette, on écrit ça nuit gravement à la santé. Et la nicotine qui est dans la cigarette est très nuisible à l'organisme. Souvent, quand il y a un corps étranger ou bien un truc nuisible qui est rentré dans l'organisme, l'organisme se bat pour pouvoir le combattre. Maintenant, la nicotine, lui, va le conserver dans l'organisme. Et quand on voit beaucoup de facteurs de risque des maladies, dans la plupart des maladies, comme facteur de risque, il y a la cigarette qui est dedans. Donc, il faut revoir l'alimentation, l'hygiène alimentaire. Et aussi, faire allaiter l'enfant, ça peut aussi réduire le risque. Parce que actuellement, il y a beaucoup de femmes aussi qui disent que moi, je ne veux pas que mes seins tombent. Donc, quand elle accouche, elle préfère... Pas souci d'esthétique. Pas souci d'esthétique, elle ne veut pas allaiter. Alors que l'allaitement, ça permet également de réduire la survenue de la maladie. Et donc, la nuance, c'est l'allaitement d'un enfant qui permet de prévenir. Oui, pas forcément. Je pense que c'est la succion, je pense. Je pense que c'est la succion qui fait. D'accord. Par exemple, quand une femme, elle accouche, par exemple, si le bébé ne tète pas, le lait ne viendra pas, le lait ne va pas sortir. Je pense que c'est le reflet de ceci qui fait que... Oui, parce que dans les facteurs de risque également, on cite les déséquilibres hormonaux. D'accord. On cite des déséquilibres hormonaux ou, par exemple, si tu n'as pas allaité, la première grossesse est retardée, ça peut faire aussi que ce soit un facteur favorisant pour toi pour pouvoir développer la maladie. Donc, du coup, l'allaitement aussi peut diminuer. D'accord. Nous prenons bonne note. C'est sans toutefois savoir que lorsque aussi c'est exagéré aussi, ça peut aussi être un truc alarmant nuisible. Parce que il est arrivé qu'on reçoit des femmes en consultation qui perdent du lait à chaque fois. Elle a déjà allaité une fois, mais elle n'allaite plus peut-être 10 ans. Mais elle a le lait. Mais dans les investigations, on a constaté que le monsieur était de trop. Ce qui fait que le lait est produit à chaque fois. Donc, il a fallu qu'on dise que le monsieur revoit, ils n'ont qu'à revoir leur habitude d'intimité pour que ça puisse régresser. D'accord. Alors, quel est le suivi après le traitement d'une tumeur cancérigène au niveau du sein? Le suivi après le traitement, il doit être régulier par une consultation chez le professionnel de santé. Oui. Et par les examens cliniques, les examens du corps et les examens paracliniques à travers les examens d'imagerie, c'est-à-dire la radio, l'échomammographie. Et aussi, le suivi se fait par le suivi et par le soutien psychologique aussi et puis social de la personne qui a été victime du cancer. Tout ça là, ça permet à la personne de supporter mieux, de surmonter mieux les séquelles de la maladie. Alors, parlant de séquelles, j'aurais abordé la question des femmes qui ont dû malheureusement subir une ablation du sein. On sait qu'une ablation du sein, ça déséquilibre, alors que la femme, par essence, les seins font partie de sa féminité, de sa beauté. Alors, est-ce que déjà, dans notre pays, le Togo, il y a possibilité de reconstruction mammaire pour ces dames-là, pour retrouver ne serait-ce qu'un semblant d'esthétique à ce niveau? Sur ce sujet, je ne saurais vraiment répondre de façon explicite. Mais ce que je sais, qu'il y a certaines cliniques ici qui font des chirurgies esthétiques. C'est-à-dire celles qui ont des seins trop énormes, bien des seins, des réductions mammaires. Mais pour ce qui est de la reconstitution après un cancer, je n'ai pas trop d'informations là-dessus. D'accord.
Mais je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur le suivi psychologique. Oui. Parce oui, que oui. il faut d'abord accepter la maladie, Oui. accepter les séquelles que ça laisse pour pouvoir affronter, Affronter, oui. les regards, Les regards, oui, extérieurs. oui. Et puis l'autre chose aussi, et après le traitement Oui. de la maladie, le risque de récidive n'est jamais nul. Ok. Il n'est jamais nul. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment faire un suivi de la maladie Régulier. après. Maintenant, régulier. Maintenant, est-ce que, étant donné que la récidive n'est pas nulle, est-ce que faire une reconstruction mammaire, est-ce que ça va à l'avantage de la femme ou non? Ça vraiment, ce sont les spécialistes qui peuvent vraiment donner un point de vue clair là-dessus. Sur la question. Oui. Maintenant, nous allons aborder la question du coût. Parce qu'il est bien beau de dire d'aller dans une structure hospitalière pour se faire suivre, mais est-ce que la majorité de la population a les moyens réellement de soigner, de se faire soigner en cas de cancer du sein? Est-ce que le traitement est déjà répondu? Enfin, est-ce qu'on peut se faire soigner dans n'importe quelle structure sanitaire, par exemple? C'est compliqué. Le pauvre aura toujours tort. Le pauvre aura toujours tort. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est un dépistage précoce. Lorsqu'on découvre que la maladie, elle est encore circonscrite au sein et que le développement n'est pas encore métastasé, ça peut se prendre en charge. Je pense que le traitement chirurgical n'est pas aussi très énorme. Mais lorsque on va déjà au niveau des cas de métastase, là, il faut vraiment réunir des millions pour pouvoir faire le traitement. Parce que dans la plupart des cas, on combine 2 modes de traitement, 3 modes, selon la situation qui se présente pour pouvoir prendre en charge. Donc, pour dire si le traitement est vraiment à la portée de tous, c'est un point d'interrogation. Mais au Togo, on a un centre de cancérologie qui est fréquenté par la population des pays environnants. Le centre, je pense qu'il se trouve à Mandarome, et qui est spécialisé dans la prise en charge. Et aussi, je pense que dans les CHU, je pense qu'il y a des cancérologues qui peuvent aider. Maintenant, est-ce que le plateau technique est vraiment d'appoint pour pouvoir faire le traitement au Togo ici? La question je ne sais pas, je suppose qu'avec l'existence de ce centre de cancérologie, ça sera le cas actuellement. Sinon, par le passé, beaucoup de personnes vont au Ghana, vont au Maroc, un peu partout pour se faire soigner. Mais depuis quelques années, il y a un centre ici, à Lomé, qui fait la prise en charge. D'accord. Alors, est-ce que les signes de récidive sont pareils que les signes pour la première fois, je veux dire, voilà, annonciateur? Bon, les signes de récidive, par exemple, lorsqu'on a été victime de cancer et qu'on a suivi un traitement, s'il apparaît encore une autre boule dans le sein, ça peut être un signe de récidive. Ou soit à l'endroit de la cicatrice, ça peut être un signe de récidive. Ou soit des douleurs osseuses persistantes peut être un signe de récidive également. Une toux persistante aussi peut être signe de récidive, ou soit une perte de poids inexpliquée. Dans tous les cas, après un traitement de cancer, le suivi il est très primordial. Il faut être à l'écoute de son corps aussi pour noter le moindre changement. Et même quand ce n'est pas en cas de récidive, je pense que toutes les femmes doivent être suivies. Quand après un traitement, le suivi, quand on dit souvent, quand un adage de chez nous, si le serpent t'a mordu une fois, quand tu vois même le verre de terre, tu prends tes jambes à ton cou. Très bien. Lorsqu'on a été déjà victime, l'essentiel, l'idéal, c'est d'être vraiment attentif et de toujours faire recours aux spécialistes pour ne pas négliger le suivi post-traitement. D'accord. Alors, Madame Thérèse, aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour améliorer leur espérance de vie et surtout éviter le cancer? On en avait brossé, mais peut-être que 2-3 éléments vous reviennent là, que vous voudrez bien partager avec nous. Revoir le rythme de vie.
D'accord. Éviter... Avant que vous ne continuiez, Oui. est-ce que de multiples partenaires sexuels peuvent aussi... être cause... Oui. Bon, je ne dirais pas. D'accord. Chez les cancers de la femme, qui survient chez la femme, c'est seulement le cancer du col de l'utérus où on évoque le multipartenariat parce que c'est causé par un virus. Là, la cause est connue. Mais pour ce qui est du cancer du sein, non, cette cause n'est pas évoquée. Quoique, ce n'est pas conseillé. Quoique ce n'est pas conseillé, mais cette cause n'est pas mentionnée. D'accord. Maintenant, il faut revoir son rythme de vie, Oui. éviter beaucoup plus le stress. Parce qu'actuellement, beaucoup de femmes sont fonctionnaires et ils ont des responsabilités de plus en plus accrues. Est-ce que c'est seulement possible d'éviter ce stress-là? De faire un effort, pour faire le vide. Et maintenant, pratiquer beaucoup d'activités sportives régulières. Parce que la sédentarité, c'est un facteur de risque. La prise exagérée de poids, c'est un facteur de risque. Donc, il faut lutter contre ces éléments. Maintenant, se nourrir de façon convenable. Ramener les légumes dans nos casseroles. Quand on consomme mieux, on se protège mieux. Éviter surtout les graisses animales. Les graisses, par exemple, il y a certaines personnes, quand on tue la chèvre, c'est les pâtures, c'est bien gras là, c'est la base à manger. Ou sous la peau, il y en a qui aiment que la partie à la peau. Alors que sous la peau, il y a toujours la graisse qui est là. Avant, il y a le tissu adipeux avant la chair. Donc, il faut éviter les graisses animales, pardon. Il faut éviter aussi les graisses animales. Donc, se pencher beaucoup sur des légumes et les fruits. Éviter l'alcool excessif. Et également, il y a un truc à la mode actuellement, l'exposition incontrôlée aux hormones. Actuellement, là, les jeunes femmes, les pilules du lendemain, là, c'est comme des bonbons. En voulant éviter une grossesse, on se retrouve avec... D'abord, tu ne connais même pas ta situation, ton état de santé. Est-ce que tu peux prendre la pilule là ou pas? Elle fait aujourd'hui. Je ne dis pas que la pilule de lendemain, elle est mauvaise. Non. Mais c'est la prise Une fois, exagérée. elles sont appelées les contraceptions d'urgence. Alors qu'il n'y a pas d'urgence tous les jours. Ça dépend. Non, il n'y a pas d'urgence tous les jours. Si tous les jours, il faut se débrouiller pour ne pas avoir d'urgence tous les jours. Si chez toi, il y a urgence tous les jours, c'est que c'est toi-même qui veux. Parce que la non-maîtrise du cycle menstruel. Pas la non-maîtrise du cycle. Quand tu es confronté à une urgence aujourd'hui, ça veut dire que tu vas prendre les dispositions à ce que l'urgence ne vienne plus. Donc cela voudrait dire que si je ne suis pas prête à affronter une grossesse, bien à porter une grossesse, je dois utiliser une méthode de contraception régulière. Me rendre à l'hôpital pour qu'un prestataire de soins, à travers ce qu'on appelle l'évaluation du client, puisse savoir si cette méthode est adaptée à toi ou pas. Bien, elle n'est pas adaptée. Et quand on utilise la méthode, être suivi, retourner régulièrement à l'hôpital pour qu'on puisse voir est-ce que tu supportes la méthode ou pas. Mais ce n'est pas ça actuellement. Il y en a, chaque jour, quand elle fait rapport sexuel aujourd'hui, elle peut prendre jusqu'à 5 fois dans la semaine. C'est-à-dire 5 jours dans la semaine, elle a fait des rapports sexuels, elle prend la pilule. Ou bien elle peut prendre 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois dans le mois. Et c'est répétitif. Actuellement, même là, c'est certains hommes même qui paient l'hormone, ils gardent à la maison. Quand elle fait un rapport sexuel, ils te donnent. Alors que tu ne sais pas depuis quand ce médicament est là. Est-ce que le mot de conservation est adéquat? Pourquoi je parle plus de la pilule du lendemain? C'est qu'actuellement, c'est la mode. Et cette pilule, elle est classée dans les pilules hautement dosées. Elle est 2, 3, 4 fois plus dosée que la pilule ordinaire. Et c'est ça que nos soeurs prennent de façon incontrôlée. On dit que l'excès de toute chose est nuisible. Et on a dit aussi que certaines tumeurs sont hormonodépendants. Ça veut dire que toi-même là, tu prends la chicotte pour te frapper toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est pour ça que j'indexe cette manière d'utiliser la pilule. Pas la pilule elle-même qui est mauvaise, mais la manière dont on l'utilise. Parce que comme vous l'avez dit, c'est une contraception d'urgence à utiliser 2-3 fois l'année au maximum. Pas que ça devienne... Pourquoi 2-3 fois? Lorsqu'on sait qu'on ne peut pas adopter une grossesse, on prend une méthode... Il y a des situations qui arrivent qui... De vous à moi. Je sais que cette année, je ne suis pas prête à prendre une grossesse. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs méthodes de contraception. Ou soit je choisis d'utiliser la pilule, ou soit je choisis d'utiliser un implant, ou soit je choisis d'utiliser une injection, je choisis d'utiliser un préservatif. Le temps que je sois prête à accueillir un enfant. Maintenant, quand tu n'es pas prête
et que tu fais ce qu'il faut amener. Ce sont des accidents, des accidents de parcours. Tu ne peux pas avoir accident plusieurs fois. Ça prend des précautions pour que cela n'arrive pas. Ça veut dire que nous-mêmes, là, on n'est pas sérieux. Donc, on est parti de notre sujet pour aller quelque part, mais c'est pour attirer l'attention de nos soeurs que des fois, nous-mêmes, notre comportement nous pénalise, en fait. D'accord. Merci, Madame Thérèse, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes les informations que vous avez bien voulu partager avec nous. On espère vous revoir très bientôt et surtout que les informations partagées ce soir soient tombées dans les oreilles des femmes qui prendront conscience de leur état et feront ce qu'il faut pour préserver leur santé. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Je vous en prie. Alors, vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Octobre rose pour toutes celles qui luttent, pour celles qui renaissent, pour celles qui apprennent à vivre avec la maladie. Octobre rose parce que nous disons oui à la vie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.